Vous connaissez sûrement la formule qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Et bien c'est un petit peu la même chose avec notre football français. On avait 3 clubs qui jouaient leur match de Coupe d'Europe hier. Et bien sur les 3, 2 ont réussi à se faire éliminer. Salut tout le monde, c'est TMF. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mars et pour ouvrir le journal du jour, nous allons évidemment parler de la contre-performance lyonnaise, de la contre-performance lilloise. Bon, ce sont pas forcément des contre-performances majeures, mais en tout cas, c'est la fin de l'aventure européenne et c'est une désillusion, notamment pour l'Olympique Lyonnais qui avait beaucoup de rêves il n'y a pas si longtemps et qui aujourd'hui a un retour à la réalité assez brutal. On a donc Strasbourg qui se qualifie, on reviendra sur un match que j'ai pas trouvé sensationnel pour autant, je dois bien vous l'avouer, et puis on clôturera avec 2 focus sur 2 joueurs pour 2 raisons différentes. Thibaut Courtois, où je m'inquiétais pas trop, mais où là aussi j'ai pris une sacrée douche froide concernant sa blessure, et sur Jadon Sancho et son avenir, et là ça peut avoir une tête de bonne nouvelle, vous comprendrez pourquoi. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Lyon, on les imaginait il n'y a pas si longtemps que ça remporter l'Europa League, être sur le podium de Ligue 1, se qualifier pour la Champions League l'année prochaine, et bien voilà, en seulement quelques jours tout a tourné, tu es désormais 4e du championnat français et surtout tu es éliminé de l'Europa League, une défaite à domicile face au Celta Vigo 0-2 qui scelle ton destin, Tolisso a fini en larmes au Groupama Stadium, voici comment ce scénario catastrophe s'est dessiné. Alors évidemment le tournant du match c'est Niakhaté expulsé au bout de 19 minutes. Derrière, tu fais quand même face à une équipe de Liga qui a un certain bagage technique, qui est connue pour réussir à bien maîtriser les rencontres. Et là, avec la possession, ils t'ont vraiment fait passer un sale quart d'heure. T'as pas eu de joueur lyonnais que j'ai trouvé particulièrement honteux. C'est peut-être ça le pire. Alors l'espoir, il aurait pu venir de phase de transition, étant donné que t'as été privé de ballon, mais... Bon, Hendrick, je vais pas revenir sur les reproches habituels qu'on peut lui faire, mais il n'a pas réussi à faire assez de différence. Et Yaremchuk, de son côté, il a eu une situation vraiment dangereuse au début, mais en dehors de ça, ça a été plutôt compliqué. Et Lyon s'est en fait fait relativement balader. Il y a eu une possession du Celta, il y a eu une maîtrise du Celta. Toi, tu as été assez moyen, dominé. Rien de absolument honteux façon faute professionnelle, mais peut-être un manque de supplément d'âme, de qualité. Et quand je vois l'entrée de Malik Fofana à la fin de la rencontre, je me dis, si tu avais eu un Fofana en pleine forme qui avait retrouvé les terrains de football depuis un mois, qu'est-ce que ça aurait pu donner au cours de cette rencontre ? Je pense que c'est le genre de joueur qui, dans cette configuration, aurait pu faire de grandes différences. Mais en attendant, là, les statistiques du match sont assez parlantes. T'as peu de buts attendus, t'as fait très peu de tirs. Au final, tu t'es fait anesthésier. Tu sors d'un match sans génie, sans grande émotion, et tu sors par la petite porte. C'est dommage pour les Lyonnais qui étaient dans une grande forme il y a de ça quelques temps, mais là, le soufflet semble se dégonfler un petit peu. Désormais, il va falloir faire le taf du côté du championnat français. Bon, on peut dire que personne n'y croyait pour le LOSC, que malgré la série de défaites d'Aston Villa, ou de moins de contre-performances du côté de la Première Ligue, il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu d'exploit, on n'y croyait pas pour le LOSC n'a pas réussi à faire un score du côté de l'Angleterre. C'est donc une défaite 2-0, une défaite finalement relativement méritée. Voilà les compositions du match des choix lillois qui ont un petit peu étonné, une approche défensive de Bruno Genesio. On imagine que l'idée c'était de pas trop se prendre un but rapidement, et sur un malentendu, peut-être une phase où tes attaquants seraient un petit peu heureux, réussir à créer du danger, mais en face tu as terriblement Martinez. J'ai l'impression que c'est un peu l'antagoniste du football français, mais il faut avouer qu'il fait un bon match. Et du côté des Lillois, j'ai bien aimé Bentaleb, j'ai l'impression que c'est la 2e fois consécutive que je dis ça, mais au milieu de terrain il a quand même une qualité technique qui est bien utile quand tu es face à une équipe comme Aston Villa qui peut te mettre en place un défi physique. Et justement Bouhaddi, qui est un excellent joueur, lui à Lille il a quand même souffert du défi physique des adversaires, et je l'ai trouvé un petit peu moins bon qu'à l'accoutumée. Mais de toute façon, si tu cherches des reproches, la défense lilloise a été plutôt bonne malgré les 2 buts encaissés. Je pense même que sans Hauser, ça aurait pu amener un score un petit peu plus sévère. C'est plutôt du côté de ta capacité à faire des différences où tu as un petit peu pêché. Devant, Giroud était au régime, il n'a pas eu grand chose en termes de ballon. Et finalement, c'est surtout la qualité des occasions qui était à distinguer, parce que j'ai vraiment trouvé qu'Aston Villa a réussi à se mettre dans les situations de danger un peu plus parlantes. Ça se voit sur les buts attendus, ça se voit pas sur le nombre de tirs dans l'absolu, mais au visionnage, finalement, il y avait quand même une certaine classe de différence, même si, encore une fois, Aston Villa n'est pas dans sa plus grande forme.
Fin d'aventure pour les Lillois, prévisible, mais triste quand même. Jusqu'à la 71e minute, tu pensais que tu allais aux prolongations face à Rijeka, le 3e du championnat croate. Autant dire que ça aurait été un petit peu la honte pour le RC Strasbourg, mais je vais quand même saluer les Strasbourgeois parce que finalement, dans les 3 clubs français engagés hier soir, c'est le seul qui parvient à se qualifier au terme d'un match nul, au terme d'un match que j'ai pas trouvé sensationnel, certes, mais à un moment, il faut faire le job, il faut saluer quand il est fait, et ici, tout a été réalisé pour la qualification. Voici les compos qui étaient alignés. Un trio de déception pour moi avec Panicelli, Enciso et Godot qui sont des joueurs très talentueux mais qui ici ont été un peu moins tranchants, on va dire, pas assez présents dans les zones de danger et finalement pas assez décisif, contrairement à Barco qui est lui sur une rencontre qui permet à Strasbourg de prendre un petit peu d'air dans ces matchs où finalement ta domination était censée être bien présente si tu regardais l'état des forces théoriques, mais où en termes de jeu, c'était un petit peu plus compliqué que ça. En face, j'ai bien aimé Frouk, je sais même pas comment prononcer ce nom, je suis désolé, mais qui est un joueur que je connais pas du tout, mais que j'ai trouvé très mobile, beaucoup trouvé, inspiré à la passe, et c'était quand même un match très moyen en fait. Moi j'ai une haute opinion de Strasbourg, je pense que c'est une équipe qui a énormément de talent, évidemment, grâce à la liaison avec Bluko. C'est par contre une équipe assez inexpérimentée qui peut peut-être craquer mentalement dans ces matchs européens, mais là j'ai surtout trouvé que tu manquais peut-être d'intensité et que tu n'arrives pas forcément à faire de grandes différences. Et je suis persuadé que Strasbourg peut faire mieux, mais en tout cas tu valides ta qualification pour la suite. Espérons un beau parcours européen pour les Strasbourgeois, parce que franchement ils ont la qualité intrinsèque pour le faire, mais il faudra évidemment montrer un petit peu mieux que ce que tu as vu au cours de cette soirée. Terrible nouvelle pour le Real Madrid et pour Thibaut Courtois, sa blessure sur laquelle j'étais relativement optimiste est finalement bien plus grave que prévu. Les examens révèlent une lésion au quadri et il sera donc absent 1 mois et demi, ça veut dire que tu devras te passer de lui pour la double confrontation face au Bayern Munich. Et je sais pas si on réalise à quel point Courtois est un monstre dans les cages. Du côté des leaders du Real Madrid, en ce moment on parle beaucoup de Valverde qui est dans une grande forme, on parle aussi de Vinicius Junior, l'absence de Kylian Mbappé qui reprend bien le rôle de patron offensif de cette équipe, toujours du côté de l'attaque. Quand Mbappé est présent, on va saluer le festival de buts qu'il arrive à marquer, mais il y en a un qui est toujours là, il y en a un qui sort des matchs vraiment bons lors des grandes soirées, c'est Thibaut Courtois, et c'est pas seulement cette saison, c'est année après année, c'est un gardien que je trouve fabuleux, le meilleur du monde à mes yeux, n'ayons pas peur des termes. Et finalement, te présenter face au gros Bayern Munich, qui est une des attaques les plus prolifiques d'Europe, avec des attaquants d'une grande qualité, sans Thibaut Courtois dans les cages, c'est une terrible nouvelle. Pour moi, c'est peut-être la pire absence que tu pouvais avoir. Alors, j'ai rien contre Lunin, qui est son remplaçant et qui occupera la place, mais il remplace un monstre, faut en avoir conscience. Est-ce que Sancho va faire son retour au Borussia Dortmund? C'est ce que croit savoir The Athletic, qui généralement est très très bien informé, mais je devrais plutôt parler de re-retour puisqu'il avait déjà été prêté. Finalement, pour parler de la carrière de Sancho, faut se remettre quelques petits visuels de ses transferts parce que sinon c'est dur de suivre. C'est un gros transfert à 85 millions d'euros en 2021 à United. On rappelle qu'aujourd'hui il est valorisé plus de 4 fois moins. Le prêt à Dortmund hiver 2024, le prêt à Chelsea été 2024, le prêt à Aston Villa été 2025, c'est pire qu'un briquet en soirée, le mec passe de main en main. Mais il y a un truc qui est relativement récurrent, à l'exception de son prêt au Borussia Dortmund qui est satisfaisant, c'est que Jadon Sancho est quand même loin de ces standards qu'on voyait à l'époque en Bundesliga durant sa jeunesse. Je dis durant sa jeunesse, il est pas si vieux que ça, il va fêter ses 26 ans dans quelques jours, mais il peut plus être considéré comme un très jeune joueur. Et en fait, ces contre-performances du côté de la Première Ligue, ça fait qu'il a logiquement perdu de la valorisation. Il y a un bon point par contre, c'est que s'il retourne au Borussia Dortmund, il va retourner dans un club où il était bon à l'époque, où il a été à nouveau bon lors de son prêt. Il est libre de tout contrat cet été, donc on peut parfaitement l'envisager. Évidemment, il a un trop gros salaire pour Dortmund, mais ce que nous annonce The Athletic, et c'est ça le game changer, c'est que le joueur serait prêt à réduire son salaire. Je verrais ça d'un œil ultra bienveillant, ultra cool, parce que finalement, c'est un joueur qui a déjà bien coffré à Manchester United durant toutes ces années, et là, il ferait un choix véritablement
sportif. Je doute pas que Sancho, même avec sa cote qui a baissé sur les marchés, il pourrait avoir des destinations qui lui offrent un bien meilleur salaire que le Borussia Dortmund. Mais c'est un club où il a brillé sportivement, c'est un club où il peut se relancer. À 26 ans, je trouve que c'est un choix qui ferait sens sportivement. Donc franchement, si ça se fait, tout le monde est gagnant, le football en premier. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, nous avons un sujet qui est tout trouvé avec la fameuse liste de Didier Deschamps qui amène toujours des commentaires. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est la dernière liste de Didier Deschamps. Ça a été annoncé comme tel, mais dans l'amphithéâtre de la Fédération française de football. Je comprends pas le storytelling autour de ça. Enfin, finalement, la dernière liste de Didier Deschamps dans l'amphithéâtre de la Fédération française de football, est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire? Est-ce que ça valait la peine d'être autant relevé, autant commenté, autant utilisé en angle d'analyse? Alors, la dernière liste tout court, j'entends que ça fasse un grand storytelling, ce sera un événement historique pour Deschamps, mais à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de ce storytelling puisque ce sera la liste pour la Coupe du Monde et ce sera bien plus ça qui sera commenté. Mais écoutez, il y a peut-être besoin d'angle pour commenter cette liste. Vous le verrez, moi, c'est davantage des commentaires sur certaines sélections que je comprends pas forcément, et certaines non-sélections non plus, mais c'est toujours la même chose, je vous donnerai mon avis, mais il faut avoir en tête qu'on n'a pas tous les éléments pour comprendre Didier Deschamps et que finalement, on pourrait faire toutes les listes du monde, on sera jamais tous d'accord là-dessus. Mais bref, je suis en train de faire la vidéo avant la vidéo, donc je m'arrête là, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée, salut!